Bienvenue sur Objectif Reconversion. Moi, c'est Julien, le cofondateur de City Life. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se réinventer et de vivre plusieurs vies professionnelles. Ça a été mon cas et ça sera peut-être aussi le tien. Mon souhait à travers ce podcast est de mettre en lumière des personnalités inspirantes qui ont un jour osé changer de vie. Ces témoignages t'aideront peut-être même à franchir le cap de la reconversion professionnelle. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme favorite. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Alexia. Salut Julien. Je suis très content de t'accueillir. Je te connais un tout petit peu en ayant fait quelques recherches. Ce que je te propose, c'est déjà dans un premier temps pour les gens qui ne te connaissent pas, de te présenter et de nous dire qui est Alexia aujourd'hui. Alors Alexia, aujourd'hui, en 2023, je vais te faire la version courte. Eh bien, je suis coach pour entrepreneurs, pour fondateurs d'entreprises, pour leaders qui ont envie de sortir des sentiers battus. Okay. Je te la fais très courte. C'est très bien, et puis c'est très clair en même temps. Comme tu le sais, on est sur un podcast sur la reconversion professionnelle, un sujet qui me passionne. Donc on va rembobiner un peu ton histoire, parce que avec si plaisir. t'es là, c'est que c'est un sujet qui te passionne, et deux, que tu as vécu une reconversion professionnelle. Alexia, au niveau de ses études, de son parcours scolaire, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est parfait. Félicitations. Alors, je vais arrêter de parler de moi à la troisième personne parce que ça devient un peu flippant. Alors, écoute, moi, j'étais le profil type de la bonne élève qui, dans l'école publique, qui fait tout bien, ce que lui demandent les profs, qui ne crée pas de soucis. L'année où je dois passer mon bac, où je passe mon bac, j'avais en tête de devenir pilote de ligne. Donc, je me préparais pour faire l'aviation civile, tout ce qu'il fallait. J'avais fait un bac S à l'époque, option maths. Enfin, bref, je crachais des maths, des coefficients, des machins tout le temps en permanence. Et là, l'ENAC nous apprend que, désolé, mais il y a trop de chômage parmi les pilotes de ligne, donc ils arrêtent de former les pilotes de ligne. Donc là, on était au mois d'avril. Grosse déception. Grosse déception, et puis surtout, déjà, t'étais tout jeune, tu sais pas quoi faire comme étude. J'avais ce rêve qui tenait vraiment que du rêve, hein. Mais je savais absolument pas quoi faire après mon bac, donc j'ai fait comme tout le monde, enfin tous mes potes, j'ai fait du droit. Okay. Donc tu vois, tu sens la vocation, hein, déjà. Oui, t'avais vraiment envie de faire du droit. Voilà. Ça se ressent tout de suite. Donc tu fais du droit plus pour faire comme tout le monde. Pour faire quelque chose, et puis le droit mène à tout. Hein, c'est ce qu'on nous disait, c'est ce qu'on nous rabâchait. En fait, on se disait ça pour se rassurer. Mais j'ai eu la chance de faire des études que j'ai adorées. Alors j'étais à Paris, j'ai fait des études dans une bonne fac de droit, dans un quartier sympa. Donc tout l'environnement en fait faisait que c'était des études plutôt agréables. Okay. Et puis à un moment, je me suis dit tiens, ça serait sympa de prendre un peu l'air. En étant parisienne de naissance, en vivant chez mes parents, en étant étudiante, parents formidables, mais il y a un moment, tu as besoin de prendre l'air, et eux aussi. Et j'ai donc utilisé la passerelle d'Erasmus à l'époque pour partir en Irlande. Et là, j'ai vraiment pris l'air. Ouais, ok. L'Irlande, oui. Ça... L'Irlande, Erasmus, voilà, tous les clichés sont vrais, heureusement. Ok. Et là, j'ai réalisé à quel point sortir de sa zone de confort, enfin je le formulais pas comme ça à l'époque bien sûr, mais sortir de ce qui était facile était un plaisir pour moi. Okay. Me mettre un tout petit peu en danger, devoir rencontrer des nouvelles personnes, parler une nouvelle langue, même si personne ne comprenait ce que je dis là-bas, il faut bien le dire, les premiers mois. J'ai adoré ça. Et du coup, en revenant après à Paris, je me suis dit, ok, je continue comme ça, je repars. Okay. Et donc, je suis partie finir mes études de droit au Canada, à McGill, à Montréal, où j'ai fait mon master. Et voilà, une autre année absolument géniale. Donc finalement, c'est en allant ailleurs que tu as appris à te connaître un peu mieux et à te découvrir. Absolument. C'est à ce moment-là. Et donc, tu as ton cursus, donc tu termines ton master donc, au Canada. Absolument, c'est ça ? Tout à fait. Et puis je sais toujours pas quoi faire. Hein. J'ai fait des études, c'était génial, j'ai appris des tas de choses. Intellectuellement, c'était formidable. Socialement, c'était super. Très gratifiant aussi. T'as un joli diplôme et tout, mais je ne sais toujours pas quoi faire. Donc, je continue à faire du droit. Et là, je deviens avocate. Okay. Je reste au Canada, donc j'ai le barreau du Québec. Et puis, les choses se font d'elles-mêmes, quoi. Tu deviens avocate par la force des choses, ou exactement. Tu as à un moment donné eu un déclic en te disant j'ai eu un exemple, un avocat ou une avocate où tu t'es dit c'est ça que je veux faire. Pas d'exemple. J'avais plein d'idées, mais qui étaient tellement vagues que je n'arrivais pas à les concrétiser.
je m'étais dit à l'époque que j'allais revenir en France et que j'allais faire ce que je pouvais pour protéger c'était quoi la grande expression au début des années 2000, l'exception culturelle française. Voilà. Ok. Je suis devenue avocate en 2003 et mon master était sur la coproduction internationale de films. D'accord. Et donc pour moi c'était évident, j'allais devenir eurocrate et voilà quoi. Et j'allais faire une super carrière. Sauf que je n'ai rien fait pour mettre cette très belle idée en action. Donc je me suis retrouvée avocate en finance dans un gros cabinet américain à Montréal Ok. Donc, et à gagner beaucoup d'argent. donc rien à voir avec ce que tu avais projeté. Non. Donc encore une fois, pour l'instant, tu es dans un parcours où tu te retrouves un peu par hasard. Enfin, tu suis le chemin Je qui suis se le chemin, dessine. exactement, le chemin qui se trace gentiment devant moi sans que j'ai pas grand chose à faire à part continuer à bien bosser et pas faire trop de remous. Voilà, c'était fort agréable. Et dans cette période-là, donc tu deviens avocate, jeune avocate. Jeune avocate. Dans J'ai mon la bureau finance. dans la finance. J'ai un super bureau dans une tour. Je suis là, toute jeune, avec une vue sublime sur le Mont-Royal. J'ai un chèque qui me tombe non pas une fois, mais 2 fois par mois. Pourquoi s'arrêter? Donc là, tu rentres dans finalement, c'est ta vraie première expérience Tout professionnelle. à fait. Donc tu rentres dans ce chemin-là, tu avances. J'avance. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Assez rapidement, je me rends compte que tout ça, c'est super agréable, mais c'est pas moi, quoi. Enfin, juste, moi qui ai toujours adoré apprendre, là, j'ai plus l'impression d'apprendre grand-chose. Ou alors, il faut apprendre des trucs qui sont tellement utilitaires. Ou alors, c'est les gens qui te stressent, qui te pressent. Et il y a plus le côté académique, sympa, relax, évidemment. Donc, j'avais quand même un côté très naïf, il faut bien le dire. Mais pourquoi te plaindre? Enfin, tout va très bien. T'as un super titre, des parents ultra fiers. T'es là avec ton petit costume Calvin Klein à l'époque. Enfin, tout va très bien. Et pourtant, aller au boulot, t'y vas avec la boule au ventre, le soir tu chiales, enfin je dis tu, c'était moi. Et puis surtout, je réalise que je suis en Amérique du Nord, que ce qui me paraissait être un super salaire n'a rien à voir avec les salaires qui sont versés à mes collègues de Toronto ou de New York. Mhm. Et donc, il y a un petit début de sentiment de « Ah non, mais c'est pas juste, si j'étais à Toronto, je gagnerais 3 fois plus pour le même boulot. » Boulot qui ne me plaît pas tant que ça. Alors, j'apprends énormément. J'ai des collègues formidables. Les frictions de la vie de tous les jours d'avocate où tu bosses comme une tarée, t'es sur des dossiers très très divers, on te met la pression et pour cause, le client attend beaucoup de toi et ton équipe aussi. J'apprends beaucoup, mais ça je me rends pas compte à l'époque. C'est juste j'ai envie de faire changer de changer quelque chose dans le décor, mais je sais pas trop quoi. Ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une frustration qui se crée. Donc tu sens que t'es pas à la bonne place, au bon endroit, etc. Ah, complètement. Mais en même temps, tu te projettes pas en te disant je vais changer. T'as l'air de te projeter en te disant à Toronto, à tel endroit, entre guillemets, je peux gagner mieux ma vie en faisant la même chose. Ça a l'air mieux. Exactement. Et il faut donc, changer de décor. Donc pour l'instant, c'est plutôt le décor que la profession que tu remets en cause. Et donc là, est-ce que tu prends une décision à ce moment-là? Alors, je prends une décision qui montre vraiment mon manque de maturité à l'époque, mais c'était l'époque où les cabinets anglais venaient chasser sur les terres nord-américaines. Donc, on avait plein de cabinets londoniens qui venaient. Donc là, on était en 2004-2005. Donc, ils viennent, grands seigneurs, ils vous offrent un dîner somptueux, et ils vous font des propositions très, très dures à refuser. Et j'ai comme ça mes 4-5 interviews avec différents cabinets. Enfin, c'est juste, c'était indécent quasiment, tellement il y avait de propositions. J'étais vraiment toute jeune avocate. J'avais encore tellement de choses à apprendre. Mais là, je vois tout d'un coup cette possibilité pour moi de repartir en Europe, d'habiter à Londres, dans des cabinets qui ont l'air quand même vraiment, vraiment sympas. Et de quitter le côté un peu, très chouette de Montréal, mais peut-être que j'étais prête pour Londres. Donc, je rentre un jour à la maison et j'annonce toute fière à mon copain, j'ai dit oui, je pars à Londres, chérie. Et là, mon copain sud-africain, qui était resté à Montréal pour moi, je le sens se crisper un petit peu, puis je comprends pas pourquoi. Vraiment très naïf. Et moi, je suis super contente, quoi. Champagne, allez, ça va être génial, Londres, allez, on y va, c'est parti pour l'aventure. Et lui me dit, mais tu sais, moi j'adore ce que je fais ici, je suis dans un super cabinet, il est également avocat, tout se passe très bien, puis tu sais, moi je déteste Londres. Petit problème, mais on y va. Mais on y va. Bon, entre-temps, on s'est mariés. donc l'histoire est belle quand même. L'histoire est belle quand même, il m'a suivie. Donc je suis partie à Londres. Et là, c'était absolument génial, quoi. Londres, super appart dans Notting Hill, enfin super appart.
semi-basement avec des souris qui passaient partout. Mais je suis à Londres, je suis dans Notting Hill, donc c'est un super appart pour moi. Ouais. Cabinet prestigieux. Là, on n'a plus 3 étages, on a une tour. Okay. Puis nos voisins, c'est Lehman Brothers. Voilà, tout est très, très prestigieux. Puis avocat dans la finance, c'est classe. Très, très classe en 2005-2006. Donc là, tu as l'impression d'atteindre finalement une sorte de Graal, quasiment, en disant, ça y est, en gros, je suis arrivé dans mon domaine, je suis reconnu maintenant. Je suis reconnu. Ça impressionne tout le monde. Je m'impressionne même un petit peu quand même. J'ai réussi à faire tout ça. Comme quoi, les bonnes études, être sage, ça paye. Et donc là, tu restes combien de temps dans ce cursus-là où finalement tu as cette fierté-là et cette reconnaissance même personnelle? Alors, je pense que je serais restée longtemps. D'accord. Mais 2006-2007, je sais pas si tu te souviens, il y a un petit truc qui est venu un petit peu déranger le système de la finance, la crise des subprimes. Un petit peu. Et nos chers voisins, les Lehman Brothers, ils ont vite fermé les portes. Et ce qui s'est passé, et là, le fait d'en parler me vexe encore terriblement, pourtant je m'en suis remise. On reçoit un email de nos associés qui nous disent « Bon, tout le monde au bureau demain à 9h, restez assis à vos bureaux. On vous appellera. » Ok. Genre d'email que tu ne reçois jamais en temps normal. Le mail plein d'angoisse. Le mail plein d'angoisse. Entre-temps, mon mec était venu me rejoindre à Londres et, par le plus grand des hasards, avait obtenu un poste dans le même cabinet. Et il était arrivé 3 semaines avant cet email. Ok. On n'était pas au même étage. Et moi, j'étais là, non mais c'est bon quoi, bon élève. Il peut rien se passer. Ouais. Sauf que mon téléphone sonne et que le soir même, je n'avais plus de boulot, j'avais juste mon petit carton avec ma perforeuse et ma tasse. Donc ça, gros choc. C'est la première fois que je me prenais une porte de ma vie. Violent comme changement. Ah, violent. Et puis à l'anglaise, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à la veille, il n'y a aucun problème, ton travail est excellent. Et le lendemain, non, ça va pas être possible en fait. On ne peut pas continuer. Voilà, donc, il faut qu'on repense nos équipes. Donc là, tu te retrouves à Londres, sans l'équivalent de Pôle emploi, sans rien de tout ça, avec ton loyer qui, cette fois-ci, tombe non pas 1 fois par mois, mais 2 fois par mois. Le salaire, lui, par contre, ne tombait plus qu'1 fois par mois. Et comment tu le prends à titre personnel? Parce que, entre guillemets, on t'arrête en plein chemin. T'étais arrivé dans ton rêve d'avocate londonienne, humiliation etc. absolue. Attends, moi qui marchais aux gentils commentaires, aux bonnes notes. Non, mais là, j'avais plus rien de tout ça. J'avais eu tout le contraire. Ouais. Et puis, quand ils te licencient, ils te laissent pas trop le choix, quoi. Donc, tu t'en prends vraiment plein la gueule. Mais d'où ça vient, tout ça? Mais non, je comprends le mécanisme. Donc, non, humiliation totale. Je veux plus sortir de chez nous. J'ai peur que les gens dans la rue se moquent de moi. Enfin, vraiment, le film... J'ai mis du temps à m'en remettre parce que ça me touchait, moi, personnellement. C'était pas juste que j'avais perdu un boulot, c'est que j'avais été discréditée, j'avais été humiliée. Oui, tu l'as pris pour toi, personnellement, en tant qu'être humain. Et ça a été un apprentissage nécessaire. D'accord. Mais très douloureux. Donc, tu le réutiliseras plus tard, vraisemblablement, dans ta vie. C'est ça. C'est là où j'ai découvert est-ce que vraiment j'étais cette bonne élève? Est-ce que vraiment le seul truc, mon seul moteur dans la vie, c'était les bonnes notes des autres, les commentaires sympathiques, ce que pensent les autres? Enfin, c'est très creux de vivre comme ça. Et puis surtout, quand tu te prends une telle porte dans la gueule, qu'est-ce que tu fais? T'es qui? Donc, je me pose toutes ces questions. Non, surtout à ce moment-là, je me pose pas trop de questions. Juste, il faut que je me retrouve un job parce que il faut, quoi. Et justement, à ce moment-là, donc, entre guillemets, t'es dans le creux de la vague complet, puisque tu viens de prendre cette porte dans la gueule. Humiliation absolue. Est-ce que tu te dis tout de suite, je veux continuer avocate parce que c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'ai appris et c'est tout mon chemin? Ou est-ce que tu mets déjà un petit peu ça en question, tu as besoin de travailler, tu as besoin de trouver un job et finalement tu ouvres un peu tes chakras d'une certaine manière en disant je veux m'ouvrir à d'autres choses ou je veux peut-être aller dans d'autres choses, j'ai la curiosité d'aller chercher d'autres choses? Alors écoute, là je fouille un peu dans mes souvenirs. Ma réponse initiale allait être non, j'ai continué comme ça. Mais non, en fait, en réfléchissant un peu plus, j'ai commencé à ouvrir mes chakras. Me dire mais qu'est-ce qui m'intéresse vraiment moi? Et là je me suis dit mais j'aimerais bosser pour des gens qui m'inspirent. Donc je fais quelque chose de pas très professionnel. Je vais chercher dans la base de données de nos clients l'adresse d'un certain Richard Branson en me disant moi j'ai envie de bosser pour lui, il m'inspire trop, et je lui envoie une petite lettre sur son île. Auquel il n'a pas répondu. Mais quand même, en y repensant, je me dis, j'étais quand même assez... ça sort un peu de la norme, quoi, de faire ça. Et 2-3 autres personnes qui n'étaient pas forcément connues, ou même pas du tout connues, mais que j'avais pu rencontrer
ou dans des secteurs qui m'intéressaient vraiment. Tout s'est voué par un échec finalement. Mais j'ai commencé au moins à ouvrir un peu cette porte. Okay. Et puis finalement, grosse crise financière. À Londres, tout le monde perdait ses jobs à l'époque. Et le seul job qu'on me propose, c'est de devenir... j'ai oublié le mot. Mince, ça va me revenir. De devenir bibliothécaire, archiviste pour la BNP à Londres. C'est quasiment pareil. Quasiment pareil, mourir en milieu de tous ces piles de papier. Non, et puis, pourquoi pas? Mais je me dis non, une fois que je fais ça, là, c'est un pivot de carrière total, mais que je maîtrise pas. Je prends juste ce job parce que l'opportunité se présente. J'avais rien contre l'idée, mais je sentais que là, je me voyais forcée dans un changement de carrière qui était pas le mien. Donc, je me suis dit, si je peux pas avoir le métier que je veux ou la profession que je veux à Londres, on change de pays, c'est pas grave. Et à l'époque, la région qui recrutait énormément, c'était les Émirats Arabes Unis. Ok. Donc, j'ai refait ma valise. Cette fois-ci, j'ai prévenu mon homme avant. Ça va, il était presque aussi. Là, il comprenait. Il était heureux d'ailleurs que je puisse trouver quelque chose qui me remette du vent dans les ailes, quoi. Et je pars pour Abu Dhabi en plein Ramadan au mois d'août. Là, on est en 2008. Et donc, j'arrive dans cette ville où il fait 50 degrés, en plein Ramadan. J'ai beaucoup voyagé pour le plaisir et pour le travail aussi, mais j'avais jamais été dans cette région. Et là, je suis trop contente. Je suis complètement dépaysée, je connais personne, tout est à refaire, tout à réinventer. Un nouveau départ, moi j'adore ça. Et puis j'ai la chance, à chaque fois que je déménage, que je m'expatrie, je me crée un petit environnement qui me suit d'une façon ou d'une autre. J'ai des amis de Londres, de Montréal qui me disent tiens, contacte telle personne. Donc il y a quand même des fils qui se tissent d'un pays à l'autre. J'abandonne pas tout, quoi. Au contraire, je rajoute je construis, c'est exactement ça. Et puis j'aime bien le fait d'être toute seule aussi, parce que t'as pas le choix, quoi. Si tu veux qu'il se passe quelque chose, tu peux pas juste rentrer à la maison chez toi et puis papoter avec ton mec. Non, si tu veux avoir un minimum de vie sociale, il faut te la créer. Ouais, tu te mets au pied du mur. Ouais, c'est un nouveau départ et en même temps tu te mets au pied du mur et tu te mets en difficulté pour pouvoir. Voilà, et puis il y a zéro danger en fait, donc Mais c'était une manière aussi, tu te connaissais un peu à ce moment-là. À force d'avoir ces micro-frictions, tu commences à te connaître un petit peu. À savoir ce dont tu as besoin justement pour aller chercher ce renouveau. Exactement. Et donc là, tu arrives à Abu Dhabi. J'arrive à Abu Dhabi, avocate en financement de projet, pour un plus petit cabinet anglais dont le boss est australien. Et ça a été le meilleur boss que j'ai jamais eu. Inspirant, humain, sympathique, curieux, bon vivant, mais juste le parfait mélange du type intelligent, motivé par son travail, qui est très très bon manager, qui sent les choses avant même qu'elles aient été verbalisées, qui... Pour la première fois de ma vie, par exemple, j'ai à faire un test pour le recrutement, un test de personnalité. Okay. Mais personne ne m'a expliqué pourquoi il fallait faire ce test de personnalité. Sur le coup, je me dis, mince, ils veulent voir si je suis vraiment la meilleure des candidates. Donc, l'ancienne bonne élève que je suis donne toutes les bonnes réponses. Non, mais clairement, ils veulent ça, ils veulent ça. Donc, je suis pas très bien castée parce que je n'ai pas bien répondu au test. Je n'ai pas donné ma personnalité. J'ai inventé une espèce de personnalité idéale que j'imaginais être idéale pour eux. Mon boss s'en rend vite compte et me dit, mais c'est bizarre, ça colle pas du tout, ta réaction, ça colle pas du tout avec les résultats du test de personnalité. Je dis, mais Andrew, moi, je savais pas que c'était pour ça. Moi, je pensais vraiment que mon job en dépendait. Donc, il me dit, non, mais moi, en fait, j'utilise ce test pour bâtir mes équipes. Pour que les équipes soient parfaitement à l'équilibre, pour que vous compensiez, vous complétiez. Là, je me dis, mais ce type est un génie. En cabinet d'avocat, tu as très rarement des bons managers. Ouais. Parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend. Tu deviens un excellent avocat, on te confie de plus en plus de clients, de personnes dans ton équipe. Et puis, il faut que tu te débrouilles avec ça. Et lui, vraiment, c'est un manager naturel. Et il me repositionne dans l'équipe. Donc, vraiment, le rêve, quoi. Donc, très belle expérience là pour le coup. Très, très belle expérience. J'apprends des tas de choses. Je découvre une région. J'ai pas encore d'enfants, donc et mon mari vient, mon copain qui devient très rapidement mon mari pour pouvoir habiter avec moi dans notre appartement à Abu Dhabi, aussi décroche un poste avec son cabinet de Londres. Enfin, tout va très bien. On est les rois du pétrole. Donc tout s'empile assez bien à ce moment-là. Tout s'empile assez bien. Et tu restes combien de temps à Abu Dhabi ? On est resté 3 ans.
Ok. On est resté 3 ans là-bas. C'était une vie d'enfant gâté, tu vois. Ok. Tu gagnes évidemment très bien ta vie. On attend très peu de choses de toi, à part très bien faire ton boulot. On n'a pas d'enfants. Nos week-ends, on les passe comme tout le monde là-bas, dans les hôtels, à voyager dans la région, à aller claquer notre argent à Dubaï. Puis à un moment, on sent un petit peu les limites de ça. Enfin, être un enfant gâté quand t'es trentenaire, c'est marrant, mais ça manque un peu de substance à un moment. Mais en même temps, de ce que j'entends et ce que je perçois, c'est que cette période-là, quand même, a été la période où tu as pu finalement te reconstruire après l'échec londonien. Oui, Tu as eu c'est cette ça. parenthèse un peu dorée et enchantée où tu t'es un peu remis, Ah bah ça fait du bien, ça fait du remis bien à sur l'ego. pied, repris confiance, etc. Et donc là, avec votre mari, vous décidez de quitter Abu Dhabi. Alors ça se fait pas comme ça en fait, c'est un peu plus pernicieux que ça. On a une vie très très agréable. On bosse beaucoup, mais pas plus qu'à Londres. Euh, L'équilibre est là et moi je découvre plein de personnes. L'avantage de cette ville d'expatriés, Abu Dhabi, c'est que tu rencontres tout le temps du monde. T'es invité à toutes les soirées de l'ambassade, t'es invité à toutes les soirées, là où à Londres, t'es personne. Là-bas, t'avais le droit t'as une posture un peu plus prestigieuse, donc t'es invité partout. Et je découvre des postes très intéressants, je découvre des personnes, des fonctions, des personnalités. Et là, j'en découvre aussi beaucoup plus sur moi. Entre-temps, j'ai découvert le coaching aussi, qui n'était pas du tout à la mode en France, mais à Abu Dhabi, Dubaï, ça l'était. Donc, je découvre ça avec... en fait, c'est un coaching obligatoire dans notre cabinet d'avocats. Et au début, j'y vais avec beaucoup de cynisme à la française, en me disant « Non, mais c'est bon, c'est quoi ce truc ?» Et elle était brillantissime, cette coach. Et là, je sors en me disant « Ah ouais, ça, c'est intéressant. » Ah, c'est marrant parce que, pareil, moi, le coaching, à première vue, et j'en ai parlé il y a pas très longtemps dans un podcast, pour moi, le coaching, c'était des gourous. Ceux qui font du coaching, c'est des gourous. Ah oui, il y en a. Extérieurement, et c'est vrai que la puissance d'un coaching, mais en même temps, c'est vrai que c'est un domaine qui s'est complètement étendu, c'est-à-dire qu'on a des coachs maintenant un peu en tout et n'importe quoi. Vas-y, dis-le, n'aie pas peur. Et donc, c'est très compliqué de trouver, parce que je pense qu'un coach on a besoin d'avoir une connexion complète avec son coach et vice-versa pour que le travail soit complètement OK et on va avoir des difficultés avec certains coachs alors qu'ils sont brillantissimes, mais le problème c'est que nos personnalités ne collent pas absolument. Donc voilà, petite parenthèse, mais c'est vrai que le monde du coaching extérieurement paraît un peu, enfin en tout cas me concernant, paraissait un peu comme un monde de gourous. Alors j'ai changé de point de vue parce que maintenant... Il y a beaucoup d'arnaqueurs, il y a beaucoup de personnes qui prennent avantage des faiblesses des autres, hein, donc il faut faire très attention. Donc voilà, donc tu découvres le coaching. Je découvre le coaching pour mon propre bénéfice et là je commence à avoir, pour la première fois de ma vie, mais vraiment, plein d'idées sur ce que je pourrais faire. Ok. À tel point que je demande à travailler à temps partiel à mon boss, ce qui l'arrange parce qu'entre-temps, la crise financière est venue s'installer à Abu Dhabi, Dubaï, et grosse crise de l'immobilier. Voilà. Donc nos dossiers se font de plus en plus rares. Plein de cabinets d'avocats sont venus s'installer aussi en ville, dont celui de mon mari, et nous piquent nos dossiers. Donc il y a un petit réajustement là qui doit se faire dans le cabinet d'avocats. Donc du coup, j'en profite, je travaille à temps partiel et je commence à bosser sur des idées d'entreprise, dont une avec mon père en Afrique du Sud. Mon père qui est ethnobotaniste et qui s'est découvert une passion pour l'Afrique du Sud, qui se dit bon bah tiens, et si on lançait une entreprise familiale pour créer des actifs cosmétiques. Donc on va avoir une plantation et on va extraire de ces plantes des actifs cosmétiques et cosméceutiques. Et moi je me dis ok, c'est bon, allez hop, on y va. Okay. Projet familial. Projet familial, je vais bosser avec papa, quelle bonne idée. Et en plus dans le pays de mon mari. Et ben écoute, ça s'avère être une idée plutôt sympa puisque là, en 2023, l'entreprise est toujours là. Mais par contre, j'ai découvert que pour bien gérer une entreprise, faut être là où est ton entreprise. Okay. Et nous, notre ferme, elle est au fin fond du Limpopo. Alors le Limpopo, tu regarderas sur une carte, c'est au nord de l'Afrique du Sud. Okay. C'est la frontière avec le Botswana, avec le Zimbabwe. C'est le pays des rivières à crocodiles. C'est le pays où si tu es une Parisienne, il faut que tu apprennes beaucoup de choses très très rapidement. Et donc je me suis dit ok, en fait mes compétences là ne sont pas très utiles. Donc je fais partie des directeurs, je suis actionnaire, je suis active, mais pas sur le terrain. Ouais, à distance. À distance, voilà, loin des crocodiles. Et qu'est-ce que ça génère, ça, chez toi? C'est de la frustration ou c'est juste de se dire... Pas du tout.
Non, en fait, il faut que j'y sois, mais en fait, ça t'ouvre en fait les nouvelles portes de l'entrepreneuriat que tu ne connaissais pas et donc que tu es en train de devenir d'une certaine manière grâce à cette Donc, Julien, expérience. t'es en train d'écrire ma biographie, là. C'est exactement ça. J'ai hâte de la lire, ta biographie. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Je découvre des tas de choses, je découvre le monde de l'entrepreneuriat, je découvre le plaisir que j'ai à travailler avec des gens qui veulent avoir un impact. C'est pas juste l'entrepreneuriat, hein, c'est vraiment le côté impact social, impact sur la communauté. Et je me dis, mais tiens, mais comment moi je pourrais traduire ça à ma petite échelle avec des sujets qui me passionnent, moi? En parallèle, parce qu'évidemment, hein, ça, les choses se complexifient un Bien petit sûr. peu. Donc, je suis toujours avocate. J'ai cette entreprise en Afrique du Sud. On est toujours à Abu Dhabi. Et un soir, mon cher et tendre rentre à la maison en me disant, tiens, habiter à Paris, ça te dirait? Là, je rigole en disant, non, mais attends, ça va pas. La prochaine destination, c'est l'Asie, c'est peut-être la Russie. Et là, il me dit, non, en fait, je crois que ça va être Paris parce qu'il y a un super poste pour moi là-bas. Et j'ai toujours rêvé d'habiter à Paris. Et ce coup-ci, c'est toi qui dois suivre. c'est ce que je me suis dit. Après avoir fouillé au fond de mon âme, je me suis dit non, mais là, quand même, pourquoi cette réaction de rejet vis-à-vis de Paris? Et peut-être que cette fois-ci, c'est en effet à moi de le suivre. Et donc, on arrive en décembre 2010 à Paris par une soirée très, très froide. Et ce que j'adore, c'est que mon homme qui a jamais habité à Paris, lui, il voit Paris comme étant un film de Woody Allen. Avec tous les bons côtés. Tous les bons côtés, voilà. Et quelques côtés un petit peu quand même cyniques, mais voilà, il voit la Tour Eiffel, il s'émerveille. Encore 13 ans plus tard, c'est comme ça. Hein. Okay. Et c'est génial parce qu'il adore la vie parisienne. Et moi, je découvre la vie parisienne en n'habitant pas chez mes parents comme étudiante, et j'adore. Donc, on se dit, on se pose ici. Revient la question du coup du travail, parce que moi j'avais dû quitter mon emploi à Abu Dhabi, évidemment. Ils n'ont pas d'équivalent ils n'ont pas de cabinet partenaire à Paris. Et là je me dis c'est l'occasion, allez hop, je me lance vers quelque chose de complètement différent. Alors j'ai pas vraiment bien amorcé ça. C'est-à-dire que le très différent, je me suis retrouvée en cabinet d'avocat, place Vendôme, dans un super cabinet américain, mais je n'étais plus avocate. Et tu étais? Je me suis lancée dans le développement d'affaires pour cabinet d'avocats. Okay. Et j'ai absolument adoré. C'était kiffant. Tout d'un coup, mes clients, c'était les grands clients, les grands comptes du cabinet d'avocats. Okay. Tout d'un coup, j'avais plus à rédiger des contrats à 4 heures du mat jusqu'à ce que mes yeux saignent. Je pouvais partir à 19 heures chez moi et le salaire tombait tous les mois. C'était trop chouette. Et puis, il y avait toute une stratégie à mettre en place, une stratégie commerciale, de développement. J'allais voir les avocats toute la journée pour les aider. Enfin, c'était super, quoi. C'était ce que j'avais adoré faire à Abu Dhabi, aller chercher des clients, leur expliquer ce qu'on faisait exactement et non pas rédiger du contrat. Ce qui n'était pas mon fort, en fait. Ouais. Et là, je me dis, mais c'est génial, je vais faire ça. Ça y est, j'ai trouvé mon truc. Donc là, tu t'en rends compte que finalement, c'est cette voie-là qui t'intéresse. Et en plus de ça, tu arrives au plus près des sociétés, mais dans le côté plus stratégique. Plus stratégique. Entre guillemets, que simplement juste... Alexia, s'il te plaît, on a besoin d'un contrat pour tel truc. Voilà. On va rentrer dans un truc beaucoup plus opérationnel. Et en tant qu'avocat, tu dois faire preuve de grande stratégie, parce que tu fais pas juste un contrat comme ça de façon abstraite, surtout quand il s'agit de millions, de milliards en jeu. C'était des gros projets sur lesquels je bossais, donc il fallait être très, très stratège. Mais il y avait tellement de personnes autour de la table que finalement, t'étais qu'une goutte d'eau, ou un grain de sable plutôt. Là, tout d'un coup, c'est à moi d'avoir la vision pour que le cabinet puisse continuer à ouvrir des départements, puisse recruter, puisse aller s'installer dans d'autres juridictions. Ça devient quelque chose d'assez fin, en fait. Et moi, j'adore le contact client plus que le contact papier, il se trouve. Donc, vraiment, je m'éclate. On a un premier enfant. Je reviens travailler assez rapidement après ça. Je suis chassée par un autre cabinet. Ça se passe super bien. Deuxième enfant. Et là, je ressens quand même que je travaille en France. Moi qui ai fait toute ma carrière dans un contexte très anglo-saxon, j'avais eu cette chance d'être recrutée pour des cabinets à Paris, mais des cabinets américains. Donc mes boss étaient à New York, à Washington ou autre. Puis là, tout d'un coup, on me met une équipe qui est purement française et une N+1 qui est aussi en mentalité très française. Et là, je découvre que j'ai pas du tout l'habitude. Qu'est-ce qui change? Tu es dans ta boîte. Alors, pas ton entreprise, mais ta petite boîte, et tu fais ce qui est dans ta petite boîte, et tu ne fais rien d'autre. Et moi, on m'a toujours appris à travailler avec une vision très transverse, très... l'entreprise, avec un grand E, pas mon poste, avec un petit P. Et là, tout d'un coup, on me dit, non, mais arrête avec tes idées, non, mais arrête d'aller parler à telle personne, tu me demandes déjà avant...
les filtres partout, alors que j'ai quand même un poste assez important. Enfin, j'imaginais que c'est un poste assez important. Puis je vois tout ce qu'on pourrait faire. Enfin, je suis quand même une doueuse, quoi. J'aime les résultats. Et là, non, c'est plus du tout ce qu'on te demande. C'est juste, tu fais ton job et t'es là jusqu'à 20h parce que c'est important de voir que t'es assise dans ton siège. Donc, il y a ce côté réunionite, présentéisme. Ne sors pas de ta petite boîte. Et là, c'est de la frustration. C'est de la frustration énorme. J'ai des compétences, j'ai un cerveau bien fait, je connais pas mal de choses, autant que ça soit utile. Donc, bon, je me dis, ma cocotte, je crois que t'es prête. Lance ta boîte. Donc là, ça y est, c'est le grand saut. C'est le grand saut. Quand on lance une boîte, souvent, l'entourage est ultra important. Donc forcément, il y en a déjà eu avant, on le voit dans ton parcours avec ton mari, puisque vous avez chacun, vous vous êtes renvoyé la balle dans vos projets ping-pong respectifs. Tu vas lancer ta boîte, tu gagnais bien ta vie, donc forcément, tu vas, entre guillemets, te mettre dans un danger financier, puisque tu vas baisser tes revenus d'un coup et devoir repartir de zéro. T'as 2 enfants à ce moment-là aussi. Un appartement à Paris. Donc, tout ça réuni, comment ton mari, toi, il vit ça? Et est-ce qu'il est à 100% avec toi? C'est-à-dire qu'il est enthousiaste, mais il te pousse à 3000%? Ou est-ce que, il est peut-être un peu plus sur la retenue? Et puis, il se dit, ça va être chaud. Alors, écoute, j'ai un mari qui est peut-être dans la retenue, mais qui a un soutien énorme. Donc, lui, il me voit assez tête brûlée, assez explosive, très méditerranéenne comme caractère, tout son contraire. Et c'est très bien que ça sert à rien d'essayer de me raisonner. Donc il me dit, écoute, t'en as marre de ce job, ok, c'est le moment, mais par contre, il faut qu'on structure un petit peu nos finances, qu'on s'organise. Côté avocat, ça. Voilà, le côté avocat et le côté, on fait pas n'importe quoi. Bien sûr. Donc ça, je peux l'entendre. Dans mon entourage, il y a aussi mes parents. Mes parents, alors je me souviens encore de ma mère quand je lui ai annoncé que j'allais être avocate, qui s'est tapé la tête entre les murs en disant mais pourquoi tu vas faire un truc aussi peu créatif? À quoi ça sert un avocat concrètement? Ah, c'est drôle. C'est drôle parce Voilà. que pourtant avocat c'est généralement la fierté de l'avocat. La fierté. Ah mais j'ai une maman qui est très médecin fière. et avocat. Enfin grosso modo cliché c'est ça. Pour ma mère ça ne sert à rien. Okay. Il faut être chercheur scientifique, découvrir quelque chose. D'accord. Ça c'est utile à la société. Avocat, bon. Après elle était très très fière quand même que sa fille soit avocate, à tel point que quand je leur annonce que je vais quitter les cabinets d'avocats, ma mère me dit mais enfin ma chérie t'es une femme, avoir son titre c'est très important. Qu'est-ce que tu vas devenir? Et là, j'ai trouvé quand même que c'était un peu fort en café. Et mon père, qui m'a toujours soutenu, qui était toujours à me dire, ouais, non, mais vas-y, tu peux faire ce que tu veux, quitte-les, t'es capable de tout. Là, il me dit, non, mais tu vas faire une boîte de quoi exactement? Et je suis incapable de répondre à cette question. Donc, c'est pas grave, je le dis, je réalise que l'entourage bienveillant peut souvent t'étouffer avec leur amour. Donc, je me dis, écoute, de toute façon, j'y vais. J'avais déjà envoyé ma lettre de démission. Je dis lettre de démission, mais pour être tout à fait transparente, parce que c'est utile pour les personnes en reconversion, j'ai tout fait pour partir avec une rupture conventionnelle que j'ai obtenue. Okay. Et ce qui m'a du coup donné un tremplin extraordinaire qui était Pôle emploi. Bien sûr. Donc oui, peur financière, mais mesurée. Ce que j'ai pas pu faire à Londres ou avant, là, le risque est quand même moindre. Par contre, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu as décidé donc de sortir de ce système-là, sortir de cette zone-là pour lancer ta propre boîte, mais tu sais pas dans quoi. Je sais pas très bien, c'est très vague. Pendant mon congé parental, j'avais monté une boîte avec une amie qui était dans le pôle de la food. On voulait créer, ça allait s'appeler Bon Vivant. On allait créer des confitures à base de graines de chia et de confitures et de compotes, faire du très très bon, très très sain. On avait été loin, on avait eu un prêt de la BPI, on avait identifié le laboratoire avec qui on allait travailler. Ça avait été un kiff absolu. Et puis, la veille de signer un autre prêt avec BPI France, on s'appelle toutes les deux, c'était mon ancienne co-bureau de Londres, et qui était venue habiter à Paris. Puis là, on se dit, écoute, il faut qu'on se voit là. Donc, autour d'un verre, on se teste un petit peu, et puis elle me dit, bon, t'es prête? Parce que là, si on fait ça, on lance Bon Vivant, on va bouffer de la confiture pendant 10 ans, quoi. Et moi, je dis, écoute, j'ai eu des cauchemars ces dernières nuits où je me voyais en train de hurler sur mes enfants, leur dire, mange la confiture, il y a que ça à manger. Et je dis, écoute, en fait, je crois que j'ai très, très peur de me lancer dans le produit, quoi. Ouais. J'ai adoré tout faire monter, structurer, tester, aller chercher des financements, les laboratoires et tout. On travaillait avec Agro Nancy. Enfin, vraiment, ça avait été génial. Je lui dis, mais par contre, la suite...
Et donc, ça a été assez flippant. Mais heureusement qu'on a eu ce verre, toutes les deux, où on a réalisé que ni l'une ni l'autre ne voulions aller de l'avant avec notre projet. Alors que ça faisait quand même 6 mois qu'on bossait dessus tout le temps. On avait engagé plein de choses, plein de frais, enfin vraiment, on avait structuré. Et là, gros saut en arrière. Donc je me dis, mince, bon ben en fait, ça va pas être cette boîte. Mais en même temps, gros soulagement. Et puis c'est difficile d'arrêter, surtout quand c'est le premier projet comme ça. Oui, et puis t'es avec une associée, t'es pas seule. C'est pas le bon chemin, on arrête. Souvent, l'erreur qui est faite, c'est souvent on va au bout du bout, et souvent, ça se casse la figure. Mais déjà, d'arrêter finalement aussitôt dans le process, même si c'est 6 mois et que c'est long. Mais mais c'était très tôt. On n'a rien concrétisé finalement. Ça vous permet en tout cas, ça te permet de vite passer un step et de te projeter sur autre chose. Et donc là, on repart à zéro. Alors, en fait, tu repars jamais à zéro. À chaque fois, tu accumules. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu construis. Donc là, en fait, je découvre que moi, ce que j'aime, c'est l'accompagnement, c'est aider, c'est trouver les petits, les systèmes, c'est faire du relationnel, mettre les gens en contact. Ça, mais j'adore ça. Du coup, je me dis, je monte ma boîte pour faire du développement d'affaires pour les avocats. Ça mène à tout. Et là, j'ai mes premiers clients très facilement parce que je connais très bien ce milieu. J'aide des avocats, des anciens collègues, des anciens confrères à s'installer, à se mettre à leur compte. Et puis très rapidement, eux me présentent leurs propres clients. Alors comme c'est des plus petites structures, c'est pas des énormes, c'est pas des grands comptes, c'est des petites entreprises. Et assez rapidement, comme ça, je me mets à accompagner pas juste des avocats, mais des entrepreneurs. Et je me souviendrai toujours de ce client avocat qui a un peu changé le cours des choses pour moi. Un avocat qui m'impressionnait énormément, qui avait la cinquantaine, qui était un de mes anciens boss. Et il est parti s'installer à son compte. Et un jour, pendant une de nos sessions, donc on faisait du développement d'affaires, hein, c'était vraiment du pur business. Et à un moment, je le vois, il se prend la tête dans ses mains, le dos courbé, enfin vraiment, tu sens la posture de l'homme affaibli. Puis je laisse un moment, et puis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis là, je le vois, mais quasiment en pleurs. Il me dit, mais en fait, si c'est un échec, ma boîte, tu te rends compte, mais ma femme, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Mes enfants, déjà, qui me voient jamais, ils me connaissent pas. Là, en plus, ils vont voir que leur père, c'est qu'un gros loser. Et puis mes amis, tu crois qu'ils vont être là encore, mes amis, si j'ai pas l'argent pour leur offrir les super golf et tout? Et je voyais un homme, mais qui était complètement désemparé. Et là, je me suis dit, mais mince, en fait, clairement, tout ce qu'il est en train de construire là professionnellement, ça touche tout dans sa vie, tout ce qui est vraiment important pour lui. C'est-à-dire qui il est, lui, comme homme, qui il est dans sa famille, qui il est vis-à-vis de ses amis. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est le coaching, là, le développement d'affaires, il n'y a aucun problème, ses clients vont le suivre, il est brillant avocat. C'est cet élément clé-là, en fait, qui te fait basculer. Et c'est là où je réalise que, mais c'est ça, tout ce que tu fais professionnellement, quand tu t'engages toi, quand tu montes ton entreprise, en fait, c'est un levier. Enfin, tu utilises toutes tes facettes humaines. Ouais, c'est ça. Et tu les mets au service de quelque chose. Là, il y a un vrai côté humain qui rentre en ligne de compte. C'était du business et ça devient quasiment avec le coaching de l'humain complet. Complètement. Et donc, c'est cet élément clé-là, donc c'est cet avocat qui te fait comprendre que, en fait, pour pas aller bien au-delà du développement d'affaires. En fait, c'est pas le développement d'affaires, c'est le développement du projet. Donc, aussi bien la personne, l'entreprise, la structure, les affaires, les clients, bien sûr. Et là, je commence à mettre beaucoup de coaching. Alors, je me forme au coaching, je commence à l'utiliser tout le temps. Et puis, je réalise aussi que le coaching, c'est génial, le développement d'affaires, c'est génial, mais ça, c'est des outils dans ta boîte à outils. Donc, je me forme à la prospective, le futurisme, parce que pouvoir se projeter dans l'avenir aussi, c'est tout un art, et pas juste faire une stratégie à 5 ans, mais vraiment se projeter loin dans l'avenir, puis revenir à aujourd'hui. J'apprends des tas de trucs, et puis au fur et à mesure, j'utilise certaines techniques, je laisse tomber parce que je suis pas convaincue ou je sais pas très bien les utiliser. Et puis, je me crée un réseau aussi, un réseau, un cercle, une communauté des personnes. À ce moment-là, j'avais encore beaucoup d'avocats autour de moi et qui soit se remettent de burn-out, soit il y a différents niveaux de pression et il y a différentes façons aussi de dealer avec la pression. Et pour certains, c'était des addictions, alcool, drogue ou autre. Et donc, moi, je peux pas les aider avec ça. Mais par contre, il faut que je les aide à s'aider. Donc, je les mets en contact avec des thérapeutes, des médecins, parce que ça fait partie de l'ensemble. Donc, tu te crées un écosystème. Je me crée un écosystème. Et écoute, ça a été le début de ce que je fais maintenant, parce que
finalement, ça s'est affiné, ça s'est précisé en fonction des personnes que C'est j'accompagne. une révélation pour toi? Non, c'est pas aussi fort qu'une révélation, c'est une évidence. Ok. Tu vois, je sais pas si c'est moins fort d'ailleurs, une évidence, mais c'est tellement, alors c'est pas simple, mais c'est tellement logique, c'est tellement Oui, c'est ça, ça devait être sur ton chemin à ce moment-là. complètement. Et donc là, donc ça y est, tu deviens, donc t'as ton entreprise. J'ai mon Tu faisais entreprise. du développement business. C'est ça. Tu fais maintenant du coaching. Oui, du coaching avec. Alors, je fais de l'accompagnement en fait. Le coaching, c'est bien parce que Oui, c'est un ça grand ouvre les mot. portes, ça explique assez logiquement ce que tu fais. Mais pour certains, je fais de la prospective pure. Pour d'autres, Ouais, tu fais de l'accompagnement je fais sur mesure. exactement, de l'accompagnement sur mesure. Et donc là, tu es quand même dans un domaine où tu restes quand même très très proche de ton domaine, puisque tu as beaucoup d'avocats, de ce que Dans j'entends un à premier à ce temps, ouais. moment-là. Ouais. Heureusement Comme- qu'ils étaient là. Comment tu... Ouais, t'en as côtoyé beaucoup depuis le début. Comment tu t'ouvres à aller chercher d'autres personnalités, d'autres fondateurs de sociétés, etc., entrepreneurs, puisque c'est aujourd'hui ta spécificité, Oui. t'accompagnes des entrepreneurs. Comment t'as ouvert ce champ d'action en termes de domaine d'activité? Comment t'as réussi à t'adapter justement à aller sur d'autres domaines? Alors, ça s'est fait assez naturellement, ça s'est fait de façon organique parce que mes premiers clients, souvent, ont créé leur propre structure. Alors, certes, cabinet d'avocats, mais certains, ensuite, ont pivoté. Comme je te le disais, ils me mettaient en contact aussi avec leur entourage, donc beaucoup de bouche à oreille. Mm. Puis, j'ai réalisé que le mindset de l'entrepreneur, moi, j'adore cet état d'esprit. C'est la curiosité qui, pour moi, est la meilleure des qualités. C'est cette mise en danger, c'est ce côté, on apprend en fait, que ça soit des erreurs ou des victoires, on s'en fout, on apprend, on est curieux, on connecte, on avance. Je me suis dit, mais c'est ces personnes que je veux accompagner. Et c'est un état d'esprit pour moi. Donc, j'accompagne aussi bien des entrepreneurs en titre que alors ce que j'appelle pompeusement des leaders, mais des chefs d'entreprise ou des personnes, les CXO, qui ont un poste clé dans une entreprise et qui ont finalement besoin de cet esprit entrepreneurial parce que leur mission, ils ont les clés de l'entreprise de quelqu'un d'autre et il faut l'emmener très loin, cette entreprise. Et tu fais pas ça en répétant les formules qu'on t'a apprises à l'école ou que d'autres ont fait. Il faut être il y a un côté, un sens de l'aventure qui est très, très important. Donc, c'est ces personnes qui m'inspirent et que j'ai envie d'accompagner parce que, en fait, c'est aussi des personnes qui peuvent facilement se laisser bouffer par leur boulot. Parce que quand c'est si important pour toi, quand ton rôle est si fondamental, en fait, c'est comme ta vie de famille, quoi. Tu pars pas de ton bureau à 18h, clic, tu fermes la porte, tu fermes l'ordi et t'y penses plus jusqu'au lendemain 9h. Absolument pas. D'ailleurs, je sais pas qui a ces horaires, mais non, c'est tout le temps là. C'est dans ton cerveau en permanence, tu t'endors en y pensant, tu te réveilles en y pensant. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir dormir tranquillement entre les deux. Ce qui est pas toujours évident. Ce qui est pas toujours évident. Ce qui est pas toujours évident, parce que de toute façon, de scinder, et tu le dis très bien, de scinder vie pro et vie perso, pour moi, un entrepreneur, c'est impossible. C'est impossible. Ça fait partie de lui, en fait. Un projet, c'est lui avant toute chose, ou elle avant toute chose. Donc, c'est sûr qu'on n'arrive pas à scinder ces deux vies-là. Il n'y a pas de vie, il y a une seule et même vie et une seule et même personne. On est d'accord. Donc là, ça y est, t'es arrivé là où t'es aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Mais t'es passé quand même du côté mathématique, puisque t'as démarré par un bac S, option maths. Dans la douleur. Dans la douleur. Et pourtant, ici, on a un livre. Je suis devenue littéraire. Où t'as quand même écrit un bouquin. Donc finalement, t'as basculé aussi. Bon, en tant qu'avocate, t'as dû écrire 2-3 trucs quand même. Mais je te rassure. Mais c'était pas ce qui est le plus agréable à lire. Mais ce qui est intéressant et oui, qui va dans le sens d'objectif reconversion, c'est que quand même le titre... de l'art d'envoyer valser sa carrière, absolument. Donc il est assez évocateur. Comment te vient l'idée finalement d'écrire ça? Est-ce que c'est vraiment lié à ton parcours, où tu te dis à un moment donné, t'as juste regardé un peu ton parcours en arrière et tu t'es dit, ok, j'ai envie de l'écrire, ou j'ai envie de donner des témoignages, parce qu'il y a beaucoup de témoignages là-dedans. C'est des témoignages, tout à fait. Il y a beaucoup de témoignages. Comment tu t'es dit, je vais écrire ce bouquin-là? D'où vient l'idée? Alors, comme souvent maintenant, ça a été une fulgurance. Alors, je dis comme souvent parce que mes meilleures idées me viennent en un flash comme ça. Ça doit être le côté intuitif qui s'est bien réveillé maintenant que je ne suis plus avocate. Et en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est mettre les gens en contact pour qu'ils puissent s'inspirer les uns les autres, avancer ensemble. Puis j'étais là à me creuser l'esprit en me disant, mais comment je pourrais les aider? Alors là, on est en 2019. Comment je pourrais aider toutes ces personnes que j'accompagne, toutes ces personnes que je connais? Est-ce que je vais créer un club? Est-ce que je vais créer un membership? Ouais, bon, ça a déjà été fait. Et puis, grand moment de ma journée, en plein brossage de dents, tout d'un coup, cette idée qui me dit, mais en fait, c'est évident, il faut écrire un bouquin de témoignages. Moi, ce que j'ai à dire,
c'est pas si intéressant que ça. Tu vois, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Mais j'ai tellement apprécié le fait de passer de la personne qui a une jolie carrière, dans une très belle profession, mais où on croit tout le temps dans cette profession, je ne sais pas pourquoi, que ça sera impossible pour un avocat de faire autre chose que du droit. On s'imagine tellement spécialisé, je pense, ou tellement spécial aussi, qu'on ne pourra jamais faire autre chose. Et je le sais parce que j'accompagne tellement d'avocats et d'avocates qui me disent ça. Et je me suis dit, mais non, il faut montrer à ces gens, il faut montrer aux gens qui ont envie d'être inspirés que c'est possible. Et je pensais à tous ces profils de personnes célèbres ou non célèbres qui m'inspirent au quotidien. Je me suis dit, bon, allez, on va faire un truc à l'américaine, un joli livre avec plein de témoignages. Un livre qui se lit pas de la première à la dernière page, mais qui s'ouvre. Tu tombes sur un profil. Tiens, c'est marrant, ça me donne des idées. Il faut que j'en parle à une telle. Tu refermes le bouquin, tu le mets sur ta table basse. Tu le réouvres 3 semaines plus tard. Ou le livre que t'offres à un de tes collègues c'était vraiment ça, l'inspiration. T'as fait un podcast écrit. J'ai fait un podcast écrit avec des super personnes, exactement. Non, de toute façon, c'est exactement le but d'Objectif Reconversion. C'est aujourd'hui de mettre en lumière des témoignages, des profils justement inspirants, ce qui est à peu près ce qui se passe dans ton livre. J'ai 2 dernières questions pour terminer le podcast. La première, c'est est-ce que tu estimes que tu as une reconversion qui est réussie ? Ah oui, clairement. Alors, je réfléchissais une seconde là parce que j'essayais de trouver un mot plus intelligent que oh oui. Oui, clairement, c'est réussi parce que j'ai pas l'impression de travailler. Alors que pourtant, j'ai la fatigue qui vient avec, j'ai les nuits sans sommeil parfois, mais pour moi, c'est pas laborieux. C'est évident ce que je fais. Je suis passée, si tu veux, du travail fonctionnel, un super titre, quelque chose qui me permettait de gagner ma vie et de justifier mes études, à un travail qui était plutôt test and learn, où j'ai appris des tas de choses sur moi, à quelque chose maintenant qui a un vrai levier. Ce que je fais aujourd'hui, ça a de l'impact. Ça change pas le monde, mais ça aide des gens. Donc, oui, moi j'adore ce que je fais, donc mission réussie. Et dernière chose, l'objectif de ce podcast, c'est de justement aider potentiellement des gens à prendre la décision de franchir ce cap-là, qui sont souvent bloqués pour des raisons financières, familiales, ou alors la peur tout simplement d'aller vers l'inconnu. Aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner, soit de ta propre expérience, soit potentiellement de ce que tu as pu vivre, ou même au travers des témoignages que tu as dans ton livre, quel conseil tu pourrais donner à ces gens-là ? Alors, j'ai 3 conseils. Le premier, soyez ultra curieux. Posez des questions aux gens autour de vous, allez creuser les choses qui vous intéressent, posez-vous des questions sur pourquoi ça vous intéresse vraiment, osez prendre contact avec des gens aussi, sur LinkedIn, sur Insta, c'est tellement simple aujourd'hui, faites-le. Moi je vois les gens que j'ai interviewés pour le livre, mais il y a François-Xavier de Maison qui m'a répondu par un petit SMS, ouais, on fait ça quand tu veux l'interview, mais je me dis, mais comment j'ai osé même lui écrire, mais comment d'ailleurs j'ai réussi à avoir ses coordonnées, et ça c'était de la curiosité avant tout, et ensuite c'était de l'audace. Donc soyez curieux et soyez audacieux. Il faut oser, c'est quelque chose. C'est pas parce que vous allez essayer quelque chose que ça va réussir. C'est pas grave. Au moins vous allez apprendre quelque chose. Et du coup, mon 3e conseil, c'est lisez le bouquin de Carol Dweck. Alors, c'est un livre qui date, je parle de mémoire, de 2006-2007. C'est un livre qui s'appelle Mindset en anglais, mais je sais qu'il a été traduit en français. Je ne sais pas le titre en français. Vous allez le trouver sur chez n'importe quel libraire ou sur Amazon ou autre. Carol Dweck, D-W-E-C-K. Mindset. Et elle va vous apprendre comment avoir une growth mindset et comment voir les échecs pour qu'ils sont juste un plantage et non pas la fin de sa vie. Et elle vous prouve aussi qu'on peut changer de mindset. Moi, avant, j'étais terrifiée par l'erreur, la mauvaise note, on l'a bien compris, et autres. Et maintenant, c'est pas top quand je me prends une porte dans la figure, mais c'est absolument pas grave. J'apprends tellement. Donc pour moi, c'est ça. Curiosité, audace et growth mindset de Carol Dweck. Écoute, merci beaucoup pour ces conseils et pour ce livre que je n'ai pas lu mais que je note. Merci pour ton témoignage. C'est un plaisir. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner et à le partager à ton réseau. Si tu souhaites avancer dans ton projet de reconversion professionnelle, n'hésite pas à me contacter via le lien en description. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Oh,